pendant super longtemps, j'ai vu le fait d'investir son argent comme une sorte de bonus destiné à ceux qui étaient prêts à risquer l'argent qu'ils avaient gagné en travaillant pour en gagner encore plus. Et du coup, ça m'intéressait pas. Parce que c'est pas comme ça que j'ai été éduqué. Moi, je suis né quand mes parents étaient encore étudiants. Ma mère a fait des études en travail social, elle est devenue assistante sociale, et mon père a fait des études en économie, il est devenu banquier. Et on roulait pas sur l'or, tu vois, quand on était petit. Donc l'argent, c'était quelque chose qui se respectait un minimum. Je me souviens quand on allait faire des courses avec ma mère, on achetait toujours les trucs qui étaient en action. On n'avait pas le droit de mettre autant de fromage qu'on voulait sur les pâtes parce que le fromage, ça coûtait cher. Enfin, tu vois un peu le truc. L'éducation financière que j'ai reçue de la part de mes parents était évidemment pas homogène. Je pense que les 2-3 petits conseils qu'ils m'ont donnés, ils avaient chacun leur petite teinte, peut-être due à leur vision du monde qui n'était pas uniforme elle-même. Mais là où ils se rejoignaient, c'était au niveau de l'importance de l'épargne. Quand j'ai eu genre 6-7 ans, ils ont commencé à me donner de l'argent de poche. À côté de la porte de l'entrée, il y avait un petit meuble. Et sur ce petit meuble, il y avait un verre. Et chaque semaine, ils déposaient 50 centimes dans le verre. Et ce qu'ils m'ont expliqué très très vite, c'est que si je renonçais à claquer ces 50 centimes dans de la merde, je pouvais les accumuler et m'acheter plus tard quelque chose qui me faisait réellement envie. Et moi, j'ai direct accroché à ce concept-là. Donc j'étais super fort pour économiser mes 50 centimes. En plus, à cette époque-là, et même encore plus tard, tu vois, mais j'ai commencé à recevoir de l'argent pour mon anniversaire. Pas forcément de la part de mes parents, mais peut-être de la part de ma grand-mère ou d'un oncle, d'une tante. Et cet argent, pareil, je le dépensais pas, tu vois. Et quand j'étais jeune, j'avais, de nouveau, pour moi, tu vois, j'avais beaucoup d'argent. La raison pour laquelle je te parle un peu de moi, au fait, ce serait peut-être important de le mentionner, c'est parce que, au cas où tu l'aurais pas remarqué, on est sur une chaîne YouTube complètement nouvelle, un podcast que je suis en train de lancer, qui s'intitule Cash is Trash, autrement dit, l'argent, c'est de la merde. Et je pense que c'est important que tu comprennes un petit peu qui je suis et d'où je viens, pour que tu puisses te dire, ok, les conseils que j'entends de la part de ce type-là, ils viennent de sa perspective à lui. Et du coup, il faut que tu comprennes ma perspective, histoire que tu puisses te demander si ces conseils sont applicables ou non à ton cas de figure. Évidemment, tu vas aussi remarquer que j'ai pas la science infuse. Je sais pas tout ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai réellement besoin de le dire? Remets en question tout ce que je dis. Et si tu trouves une faille dans mon raisonnement, publie une vidéo YouTube, tu prends un extrait de ma vidéo, tu publies une vidéo et tu dis, là, en fait, ce qu'elle lui a dit, c'est faux. Et comme ça, c'est cool, parce que je me base moi-même sur le raisonnement que je vais te présenter au cours de ces différents épisodes pour prendre des décisions importantes dans ma vie. Donc si je me trompe, autant que je le sache, et autant que tout le monde le sache. Donc je vais te présenter un petit peu mon parcours, histoire que, voilà, encore une fois, tu saches d'où je viens, tu saches à quoi t'en tenir. Et on se lancera dans tout ça. Pourquoi peut-être, alors histoire de répondre à cette question, parce qu'il y a des chances pour que certains la posent, pourquoi est-ce que je parle pas de ça sur ma chaîne principale ni sur ma chaîne de podcast? Parce que j'ai un podcast qui s'appelle Range ta chambre, une chaîne principale. Sur ces deux canaux, je parle de développement personnel au sens large, donc santé, sport, psychologie, philo, relations. J'aborde même parfois des sujets un peu plus ésotériques, comme je fais un review par exemple d'un livre qui s'appelle Food of the Gods, qui t'explique qu'en fait, les êtres humains, on a le niveau de conscience qu'on a parce qu'à une certaine époque, il y a certains singes qui ont commencé à manger des champignons hallucinogènes qui contiennent de la psilocybine. Bref, tu vois, je suis un mec qui s'intéresse à beaucoup de choses, et quand je m'intéresse à un truc, j'essaie d'aller au bout des choses pour ensuite te le présenter. Et c'est ce que j'ai envie de faire avec ce nouveau podcast. Voilà, donc mes parents m'apprennent l'importance de l'épargne. Mais je pense que ça se limitait à là. Ils m'ont jamais appris à investir en bourse, à investir dans de l'or, à investir dans de l'art, dans des actions et ainsi de suite. Et quand j'ai commencé à grandir, du coup, pour moi, la logique, elle était simple. C'est tu travailles. Et donc j'ai trouvé différents tafs. J'ai travaillé comme barman, j'ai travaillé comme serveur, j'ai travaillé comme cuisinier, j'ai travaillé comme... comment on appelle ça? C'était quoi le nom? Dialogueur. Tu sais, les mecs qui t'arrêtent à la gare ou dans les bureaux de poste pour te faire signer des papiers pour des associations. C'était moi, mec. Super taf d'ailleurs, ça m'a fait gagner des compétences en communication et en vente qui me servent encore aujourd'hui. Et l'idée pour moi, c'est tu gagnes ton argent et tu l'économises. Alors forcément, tu dépenses pour ce dont tu as besoin, mais ce dont tu n'as pas besoin, tu le laisses de côté. Et le fait de gagner de l'argent avec mon argent, le fait de l'investir, encore une fois, j'en avais rien à foutre en fait. Je préférais aller lentement, mais sûrement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2020, alors que j'étais en master en droit bilingue à l'université de Zurich, en allemand et en anglais, j'ai eu l'occasion
de me lancer en indépendant sur YouTube. C'est-à-dire que j'avais une chaîne YouTube dans laquelle je partageais des conseils, de nouveau, enfin, les conseils en matière de dev perso. Et cette chaîne a commencé à bien fonctionner. Et aussi, j'ai eu un sponsor avec lequel j'ai signé un contrat. Et je me suis dit, bah putain, Elio, maintenant, si tu voulais, tu pourrais vivre de ça. Donc je me suis demandé, ok, pourquoi tu fais des études pour un diplôme? Ouais, le diplôme, c'est important. Mais pourquoi? Ouais, parce que c'est important d'avoir un diplôme. On te l'a répété pendant toute ton enfance. Ouais, mais pourquoi tu veux avoir un diplôme? Bah, je sais pas, pour trouver un bon taf. Tu t'es ouvert beaucoup de portes. Tu as pris le plus difficile des masters en droit. Ouais, mais... Et là, en fait, j'ai réalisé que je voyais le diplôme comme une fin en soi. Et donc pas comme une clé qui allait me permettre d'ouvrir une porte vers une carrière qui me faisait envie. C'est vrai que la carrière d'avocat, elle était tentante, mais je pense que c'était plus le titre qui me plaisait. C'était le fait de pouvoir dire « Ah ouais, je vais être avocat ». Parce que quand tu dis « Ouais, je vais faire avocat », les gens regardent et font « Oh, stylé ». Je me souviens quand j'étais tout petit même. Bref, on s'écarte un petit peu. On s'écarte un petit peu du truc. Je vais essayer de me structurer un peu plus. Je te promets, mec. Bref, du coup, je me dis, bah, en réalité, tu as deux choix qui s'offrent à toi. Le premier, ce serait de terminer tes études, d'obtenir ton master en droit et d'espérer que tu te feras embaucher par quelqu'un qui, peut-être, on l'espère, te donnera un taf qui te fait envie. Ou alors, maintenant, tu t'embauches toi-même. Et donc, tu te lances dans la vie active. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Et la première chose qui s'est passée quand je me suis lancé en tant qu'indépendant, c'est que j'ai eu envie de me mettre en sécurité, financièrement. Parce que, ben voilà, je dépendais plus que de moi. Donc, mon goal, c'était de surtout pas devoir prendre un taf alimentaire. Je gagnais de l'argent grâce à la création de mes vidéos YouTube et grâce à mon sponsor, mais j'avais pas envie de devoir trouver un taf genre au McDo. Pourquoi? Parce que bah, au McDo, tu gagnes 20 balles de l'heure en Suisse, mais t'as pas vraiment de perspective d'évolution. Alors si tu as envie de faire manager et ainsi de suite, et ensuite d'ouvrir ta propre filiale, ta propre franchise, je sais pas comment on dit, mais bref, c'était pas mon but. Donc moi, ce que je voulais, c'était travailler sur ma chaîne parce qu'il y avait une perspective de progression, de développement de cette petite entreprise qui était énorme, qui était infinie. Et donc pour me mettre en sécurité, j'ai appliqué les conseils d'éducation financière que j'avais reçus à la maison, je réduis mes dépenses et tout l'argent que je gagne, je le mets de côté. Quelques mois plus tard, je commence à économiser, tu vois, à épargner quand même pas mal d'argent. Et je réalise que, en fait, j'ai du Bitcoin. Bitcoin. Le mot qu'il ne faut pas prononcer. Je te promets que au cours de ces différents épisodes, je ne vais pas te bassiner avec le Bitcoin. Je vais t'en parler, évidemment, parce que ça fait partie des actifs dans lesquels tu dois considérer un investissement. Mais je vais t'expliquer encore une fois le raisonnement qu'il y a derrière. Et donc, je vais aussi te parler d'immobilier, je vais aussi te parler d'or, je vais aussi te parler d'art, je vais aussi te parler des actions. Et on va essayer de s'intéresser aux questions financières en partant de la base. Ok? Bref, je réalise que j'ai du Bitcoin. Et je me dis, bah, le Bitcoin, c'est un investissement. Et moi, ça ne m'intéresse pas d'investir. Pourquoi est-ce que j'avais acheté du Bitcoin? Parce que quand j'étais aux études, quand j'étais en première année de fac de droit, sauf erreur, j'avais un pote qui m'avait dit que c'était génial. Il m'avait expliqué pendant des heures le fonctionnement de la technologie et il m'avait convaincu d'en acheter. J'avais acheté, je crois, un demi-Bitcoin, un truc dans le genre. Et là, je me dis, bah mec, j'ai ce Bitcoin qui doit traîner quelque part sur un exchange. Un exchange, c'est l'équivalent d'un broker. En gros, c'est une application ou un site internet sur lequel tu envoies de l'argent à partir de ton compte en banque et ensuite tu utilises cet argent pour acheter du Bitcoin, par exemple. Donc, mon Bitcoin était sur mon compte sur un exchange. Et je me dis, bah vas-y, en fait, il faut que je vende ce Bitcoin pour récupérer du cash parce que j'ai besoin d'avoir ce coussin de sécurité, cette réserve de cash. C'est mon assurance contre le futur. Je sais pas de quoi je vais pouvoir avoir besoin demain. Ça se trouve, ma caméra, elle va péter. Si ma caméra, elle pète, qu'est-ce que je fais? J'arrête de faire des vidéos et je vais travailler au McDo pour me racheter une caméra? Non, je peux pas faire ça, ce serait con, tu vois, je perdrais du temps. Donc en gros, il me faut des réserves d'argent. Donc je me dis, vas-y, c'est quoi? Je vais retrouver ce Bitcoin et je vais le vendre. Donc je fais mes recherches, tu vois, je vais sur ma boîte mail et tout, j'essaie de taper le mot-clé Bitcoin et tout, je vois que je me suis créé un compte sur Kraken, mais je crois que j'avais pas finalisé l'inscription, et au final je retrouve mon Bitcoin sur Coinbase. Je le vends. Quelques mois plus tard, le prix du Bitcoin commence à exploser. Et là, je me sens vraiment con parce que je me dis que j'ai joué avec mon argent. Encore une fois, je ne suis pas un mec qui a envie de devenir millionnaire demain. Ma mentalité, c'est dirige ton énergie dans ton domaine de compétences
augmente tes revenus en fournissant un bien ou un service de qualité à tes clients et économise tout ce que tu gagnes. Je m'en fous que mon argent fasse de l'argent. En fait, pour que tu comprennes, je suis le genre de mec qui, quand il commet une erreur, a envie de comprendre le pourquoi du comment il a commis cette erreur, tu vois. Donc je décide de m'informer. Je décide d'essayer de comprendre l'univers de l'argent et de la finance. Donc je m'abonne à des chaînes YouTube, des mecs qui te parlent d'indices boursiers, d'investissement et ainsi de suite. Mais il n'y a rien qui va réellement au bout des choses. Et en fait, je regarde ça et je me dis, pourquoi en fait, à nouveau, ça m'intéresse pas. Ça m'a cassé les couilles en fait de devoir m'intéresser à ces questions-là. Et puis un jour, un mec que je respecte beaucoup, qui s'appelle Jordan Peterson, invite sur son podcast un économiste libanais qui s'appelle Saifedean Ammous. Et Saifedean, tu vois, pendant 1h30, en fait, il m'a pété le cerveau, tu vois. Il m'a littéralement donné la pilule rouge, il m'a fait sortir de la matrice. Et je me suis dit, si ce mec, ce qu'il est en train de raconter, c'est vrai, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une révolution? Pourquoi est-ce que les gens ne sortent pas brûler des voitures? Et là, je me suis souvenu d'une vieille phrase que j'avais entendue à l'époque, une citation d'Henry Ford, donc un ingénieur qui a révolutionné l'industrie automobile je crois qu'il a démocratisé l'assemblage en chaîne. Donc un type dont le délire, c'est de mettre en place des systèmes qui fonctionnent, tu vois, il veut optimiser les choses. Il avait dit que si les gens comprenaient le système financier, il y aurait une révolution avant demain matin. J'ai les points qui se connectent, et ce choc, tu vois, que j'ai reçu quand j'ai compris ce qui fondamentalement était en train de se passer autour de nous, ça m'a donné encore plus d'énergie. Et en fait, pendant 2-3 mois, là on est en train de parler de fin 2021, début 2022, j'ai fait que ça. Que ça. M'intéresser à la monnaie, à son histoire, à la bourse, au capitalisme, à l'organisation de l'État, et ainsi de suite, et de creuser autant que possible dans tous ces sujets-là. Suite à mon pèlerinage monétaire, j'ai fait 3 choses. J'ai acheté du Bitcoin, j'ai acheté de l'or et j'ai acheté des actions. Quelques mois plus tard, j'ai publié sur ma chaîne YouTube une vidéo qui s'intitule « Pourquoi est-ce que j'achète du Bitcoin ?», qui est basée sur le livre de cet économiste libanais. Et c'est seulement sur la dernière minute que je mentionne Bitcoin. Et j'encourage les gens à faire leurs recherches. Parce que je pense encore une fois que donner des conseils en investissement, de dire « Ok, il faut que tu achètes cette action, il faut que tu achètes cet ETF, il faut que tu achètes de l'or maintenant et que tu le vendes à telle date », ça ne fonctionne pas. En tout cas, ça n'a pas fonctionné pour moi. Ce n'est pas l'approche qui m'a permis d'avoir des convictions suffisamment fortes pour pouvoir avancer sereinement. Je publie cette vidéo et sur ma chaîne YouTube, ensuite, j'ai plus publié grand-chose. Parce qu'à la suite de la publication de cette vidéo, je suis rentré à Barcelone, donc j'ai quitté le Mexique. J'ai rencontré ma copine, qui était une Hongroise qui avait une agence de marketing digital et qui était en déplacement à Barcelone. On tombe amoureux, on part vivre à Budapest, on déménage ensuite à Bangkok un certain temps, on rentre à Budapest, on part à Barcelone, on part au Mexique, on retourne à Barcelone, là on est de retour à Budapest. Et en fait, cette fille que j'ai rencontrée, elle investissait depuis qu'elle avait 18 ans. Elle avait son appartement, donc l'appartement dans lequel je me trouve maintenant, c'est le sien, et elle avait des actions. Et avec elle, tu vois, forcément, on a commencé à avoir des discussions, essayer de se projeter, essayer de se demander, ok, on veut construire une famille, on a besoin d'argent pour pouvoir sécuriser notre futur, pour pouvoir développer des projets. Et on a rapidement compris, avec des backgrounds différents, on est arrivé à la même conclusion qui était qu'on ne pouvait pas conserver l'énergie de nos efforts dans le temps, dans des morceaux de papier. Alors ça te paraît un petit peu tripé pour l'instant, je vais développer encore une fois dans les prochains épisodes, mais pour que tu comprennes, dans ma relation de couple, le sujet de l'argent et de la finance, ça a été, alors je ne vais pas dire la discussion principale, mais un gros sujet de conversation. Et ensuite, j'ai commencé à en parler autour de moi, à mes amis, aux membres de ma famille, à mes clients, parce que la même année, j'ai lancé le Reboot Camp, une espèce de bootcamp de dev perso dans lequel je prends des mecs, je les mets dans des groupes, et le but, c'est de leur donner un tremplin pour qu'ils remettent un gros coup de boost dans leur vie. Et dans ce programme, j'aborde différentes thématiques qui sont, selon moi, essentielles et qu'on ne t'apprend pas à l'école. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait des énormes différences en matière d'éducation financière. Encore une fois, parce que le système éducatif va passer 15-20 ans à t'expliquer comment gagner de l'argent, mais il ne va jamais t'expliquer ce que c'est. Donc en gros, tu es très fort pour sacrifier des choses extrêmement précieuses pour de l'argent, comme ton temps, ta liberté, tes relations, quand plutôt que de passer du temps avec les gens que t'aimes,
bah, tu travailles sur ton business ou celui de quelqu'un, tu sacrifies tes relations pour de l'argent, ta santé. Quand tu mets un réveil le matin, alors que ton corps a besoin de repos pour partir au travail, bah, tu sacrifies un peu de ta santé pour gagner de l'argent. Mais il va jamais te dire qu'est-ce que c'est que l'argent. Et quand tu creuses, encore une fois, tu réalises qu'en réalité, ce que tu veux, c'est pas l'argent. Ce que tu veux, c'est du pouvoir d'achat. Et si l'argent te donne du pouvoir d'achat, c'est parce qu'il contient de l'énergie. Et que l'énergie qui est contenue dans ton argent, elle t'est constamment dérobée. Et donc j'ai eu envie d'éduquer les gens sur ce sujet-là. Il y avait d'énormes lacunes pour certains, d'autres étaient super bien calés. J'ai été mis en contact du coup avec des gestionnaires de fortune, parce qu'il y a des gestionnaires de fortune qui ont rejoint le programme, qui m'ont ensuite aidé à éduquer les membres du Reboot Camp financièrement. Et en parler sur ma chaîne YouTube principale, alors même que c'était un sujet qui, dans ma vie privée et dans le cadre de ce programme-là, était omniprésent, bah ça a toujours été un peu... Je me suis dit, est-ce que vraiment j'en parle, tu vois? Encore une fois, parce que je trouvais pas le bon format, je me disais, mais mec, si t'essayes de faire une vidéo, t'arriveras jamais à tout dire. Et du coup, si t'as envie de faire 15-20 vidéos là-dessus, à chaque fois éditer les vidéos, tu vas y passer ta vie. Et donc je me suis dit, bah vas-y, tu sais quoi, ouvre un nouveau podcast, Cash is Trash, et on va en discuter. Sur ce podcast, j'ai envie que tu remettes en question absolument tout ce que je dis. J'ai fait des recherches, je suis quelqu'un qui me considère comme étant relativement perspicace, mais peut-être encore une fois que je me trompe. Donc, fais-toi plaisir, mec. Écoute ce podcast avec ton petit téléphone à côté, va fact-check et n'hésite pas à me mettre un commentaire s'il y a un truc qui te semble pas cohérent ou illogique. En attendant, je te félicite d'être présent parce que c'est vrai que quand on parle d'argent, quand on parle de finances, il y a beaucoup d'a priori et c'est difficile pour certains, et je peux le comprendre, c'est une des choses que j'ai pu remarquer en parlant autour de moi, de remettre les idées qu'on a au sujet de l'argent en question. Et donc bravo d'ouvrir ton esprit, d'être présent. Je pense que c'est qu'en apprenant continuellement, en étant ouvert à la possibilité qu'on ne sache pas, qu'on s'offre la possibilité de grandir. Et donc voilà pourquoi j'ouvre ce podcast. Voilà d'où je viens. Dans le prochain épisode, on parlera de liberté financière parce que, au final, c'est ce qui nous intéresse. Mais pour ça, on va devoir définir la liberté financière. Parce que c'est un terme qui est utilisé dans tous les sens par plein de mecs sur Internet. Et je pense qu'il y en a qui ne s'en rendent pas compte, mais que, paradoxalement, pour atteindre la liberté financière, ils finissent par s'enfermer dans un quotidien qui ne leur plaît pas. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Si tu as des questions, évidemment, laisse-les en commentaire. Je me ferai le plaisir d'interagir avec toi, ce sera cool. Je ne sais pas exactement la forme que va prendre ce podcast au fil du temps, mais n'hésite vraiment pas à me donner des suggestions. Tu peux m'écrire par email. Et encore une fois, si tu es intéressé à rejoindre le Reboot Camp 2025, le recrutement va commencer en novembre. Donc tu peux me laisser ton email, je te laisse un lien sous cette vidéo. Prends soin de toi et il me semble que j'ai tout dit. Donc passe une très bonne journée.